Bienvenue chez Rexel Talks, le podcast dans lequel Rexel explore avec vous le monde merveilleux de l'électricité. Je m'appelle Jean-François et dans cette série, nous parlons de panneaux solaires. Oui, vous avez bien entendu, les panneaux solaires sont toujours un sujet brûlant en 2024. Mais sont-ils toujours aussi un investissement judicieux ? Dans ce premier épisode, nous discutons les dernières évolutions technologiques, de l'impact des subventions et du compteur numérique et de leur impact sur vous en tant qu'installateur. Quel est le chantier le plus difficile sur lequel vous avez travaillé ? En l'occurrence, ces installations, c'était un peu rock'n'roll parce qu'on a débuté ça au mois de juin. Il faisait chaud et on était sur une toiture noire. Et vers 10h du matin, il faisait 65 degrés sur la toiture. À 14h, on était cuits. Je voudrais ajouter que je suis venu en visite sur ce chantier, sur la toiture, et mes chaussures ont presque collé, au fait. Ok, allons-y directement. J'ai deux invités aujourd'hui autour de la table. Christophe Lechat, de la société Twin Cats Solutions, et Jonathan Rousseau, spécialiste multi-énergie chez Rexel. Alors, dites-nous un peu, présentez-vous. Vous êtes tous les deux spécialistes. Mon nom est Christophe Lechat, de la société Twin Cats Solutions, qui est basée dans la botte du Hainaut, Froidchapelle pour être précis. Je suis intégrateur système HVAC énergie verte depuis déjà quelques années maintenant. J'ai un peu roulé ma bosse. Et je dirige ma petite entreprise qui compte 4 personnes. Et mon rêve, finalement, c'est de pouvoir gérer intelligemment les énergies rentrantes et sortantes. Super. Jonathan, bonjour. Bonjour Jean-François. Donc, en 2 mots, je suis consultant en énergie chez Rexel depuis maintenant 13 ans. Et donc, dans le développement, j'ai pu apprendre tout ce qui est énergie solaire, bien sûr, avec le photovoltaïque, les différents booms, les différents rushs qu'on a eus, les différentes demandes par rapport au marché. J'ai pu travailler pas mal aussi dans tout ce qui est pompe à chaleur, avec les chauffages sol aussi, sur différents projets énergétiques globaux, que ce soit au niveau résidentiel, industriel. Donc, tout ce qui concerne le résidentiel, la ventilation, les pompes à chaleur, le photovoltaïque, les bornes, les climatisations. Et puis en industrie, notamment, on a pu collaborer avec Christophe, c'est pour ça que j'ai amené Christophe. On a pu faire des projets industriels. Et donc là, c'est tout autre chose. Ok, super. J'entends effectivement qu'on a connu un sacré engouement dans le domaine du photovoltaïque l'année passée. Et donc ma première question, est-ce que 2024, c'est toujours aussi intéressant finalement d'envisager une installation photovoltaïque ? Eh bien oui, évidemment, investir dans une énergie comme celle du photovoltaïque est toujours évidemment non seulement intéressant, mais aussi rentable et aussi pérenne. Il est clair que finalement, on considère que la meilleure énergie qui existe, c'est celle qu'on ne consomme pas. Donc produire sa propre énergie, quoi de mieux ? Moi, je crois clairement, on est pour le mix énergétique. Je crois donc l'éolien. Je crois aussi donc au nucléaire, mais je crois que le photovoltaïque aussi a sa contribution à jouer, sachant que quand on produit sa propre énergie, si on a l'occasion de la consommer, c'est quand même un gain d'énergie, parce que cette énergie, on va la consommer quand même quelque part. Donc si on arrive à se dire, ok, je vais faire un investissement solaire, il y a une rentabilité qui est là. Maintenant, la rentabilité est peut-être moins rapide qu'auparavant, mais c'est toujours quelque chose de très intéressant et ça se calcule au cas par cas, projet par projet. Très bien, mais donc concrètement, comment finalement ces panneaux peuvent nous permettre de réduire notre consommation d'électricité ? Il y a plusieurs vecteurs. Déjà, la première des bonnes idées, c'est d'essayer d'auto-consommer finalement le plus possible l'énergie qu'on va tâcher de produire, donc essayer de gérer ces flux énergétiques produits localement vers une consommation locale. Et de cette manière, permettre d'éviter, dans la mesure du possible, d'absorber des énergies coûteuses qui viennent d'un réseau et dont les coûts sont difficilement contrôlables et qui vont être de plus en plus fluctuants. Donc il y a un intérêt finalement à travailler de cette manière-là. Moi j'ajouterais en complément, je crois qu'il faut pouvoir mesurer. On a une énergie qui est là,
il faut pouvoir mesurer l'énergie que je consomme, l'énergie ensuite que je peux produire, et pouvoir dispatcher cette énergie là où il y a des besoins. Et c'est le point de départ de toutes nos études. C'est qu'est-ce qu'on a comme consommateur dans une maison, qu'est-ce qu'on a comme besoin énergétique, et le fait d'avoir un point de mesure, ça pour moi, ça reste central dans toutes les installations pour tout projet. Ce qui veut dire que finalement, on va devoir rendre ces systèmes non seulement communicants, mais aussi intelligents. L'évolution technologique, évidemment, ne s'arrête pas là aujourd'hui. Comment, finalement, ces panneaux évoluent-ils ici en fonction du temps, depuis 2 ans, par exemple? Quelle évolution on peut voir dans le domaine du panneau, en termes de production, en termes de durabilité, peut-être? Plus on avance, et plus, évidemment, on a des panneaux qui sont développés avec des tailles qui sont similaires, voire qui augmentent peu, mais par contre avec des puissances qui, elles, augmentent bien. On remarque finalement la technologie développée au niveau du panneau solaire, donc au niveau de la photocellule à proprement parler, est grandissante. Pourquoi ? Parce qu'il y a un moteur derrière qui est le besoin. Et à partir du moment où il y a un besoin, ça se transforme en recherche et développement. Dans ce cadre-là, on se rend compte que plus la technologie va évoluer et meilleurs nos organes producteurs en termes de photovoltaïque vont s'améliorer. Donc il y a quand même une grosse différence entre le panneau qu'on faisait il y a 10 ans et celui qu'on fait maintenant. Il y a un monde de différence. Ouais, donc il y a une vraie évolution aujourd'hui, si je comprends bien, de la technicité, du rendement de ces panneaux. Clairement. Christophe a raison de souligner 10 ans, parce que moi, en 10 ans d'installation photovoltaïque avec les différents clients, on a commencé à travailler avec des panneaux de 220, 230, 250 watts. Et au jour d'aujourd'hui, quand on fait des projets, on est à 440, 450 watts. Il faut dire que ça a doublé sur une dizaine d'années. Il n'y a pas beaucoup de secteurs qui peuvent se mettre en avant et dire voilà, on a doublé les performances. Et aujourd'hui, on parle en termes de bus-bars, donc c'est un petit peu comme les autoroutes. Imaginez, avant, il y avait 5 bus-bars, maintenant vous avez jusque 10, 13 bus-bars. On a doublé les autoroutes. Il n'y a quand même pas beaucoup de secteurs qui font autant, et c'est vrai qu'en termes de production solaire, j'ai également changé mes anciens panneaux à titre personnel. Quand vous avez une production qui passe du simple à plus 40, plus 50%, c'est quand même une fameuse économie d'énergie au bout du compte. Oui, et on se rend compte que finalement, au niveau de cette évolution technologique, on voit des technologies comme le half-cut, sont des cellules qui, à la base, sont plénières, qu'on va diviser en deux. Donc, dans l'idéologie, il est toujours préférable d'avoir beaucoup de petites mains qui poussent dans le même sens que moins de grosses mains. C'est beaucoup plus facile. Et au niveau souplesse d'utilisation du produit en lui-même, ça apporte un avantage non négligeable, puisque si une partie de ces cellules pose ou subissent un problème d'ombrage, elles n'impactent pas forcément les autres. Et là, il y a un gros avantage technique. On est vraiment dans un secteur qui est en train d'évoluer. Par contre, pour notre installateur qui nous écoute, quel est son avantage finalement aujourd'hui par rapport à ces changements technologiques qui se proposent à lui par rapport à l'évolution des panneaux ? Il est clairement affiché dans la mesure où si on a des panneaux de la même dimension avec des puissances plus élevées, ça veut dire qu'on peut faire des installations plus petites finalement, avec des puissances quasi égales. Donc ça veut dire moins de travail sur la toiture, moins de pénibilité à placer ces panneaux, parce qu'il faut se rendre compte qu'un panneau, c'est un rectangle qui fait un bon 1,70 m sur 1,10 m de large. C'est pas forcément facile à manipuler. Et plus on va mettre de cellules là-dedans, et plus il sera performant, moins on en mettra, et mieux on sera. Hein. Techniquement parlant, c'est préférable. C'est vrai, les panneaux ont évolué. Il faut savoir que le système de fixation a évolué énormément aussi. On a eu l'occasion de travailler ensemble sur certains projets où le temps de montage aussi est diminué. Donc non seulement on a moins de panneaux à mettre, ils seront beaucoup plus puissants, et les structures aussi, notamment la marque SDEC, où je vous invite à aller voir les différentes vidéos. Vous tapez juste SDEC sur YouTube et on voit des vidéos où le temps de montage a été réduit par 2, voire par 3, tellement la technique a été poussée, a été avancée. C'est de belles avancées technologiques et techniques aussi pour l'installateur. Je crois que c'est un secteur où il en profite pleinement en tout cas.
Oui, c'est vrai. Et dans ce cadre-là, finalement, arriver à trouver des solutions, parce qu'on a quand même quelques très très belles sociétés qui ont une technicité assez pointue dans ce domaine-là. Ils sont toujours aussi en recherche et développement, développent de nouveaux produits. Et ben, nous, ça nous facilite quand même pas mal la tâche. Et c'est préférable, puisque si nous, on a plus facile, mais pour le client, c'est moins cher. Donc, théoriquement parlant et techniquement parlant, c'est préférable. Oui. Ok, donc tout le monde y trouve son compte, si je comprends bien. Maintenant, si je regarde un petit peu l'aspect législatif, on parle de notre PEB, on parle d'une imposition ou d'une obligation de rénovation aujourd'hui du bâtiment. Quel est l'impact finalement d'une installation solaire dans ce fameux PEB ? Il est direct. Le PEB, c'est une obligation à travers laquelle on devra finalement probablement tous passer. Parce qu'on a un parc résidentiel très vieillissant et on a une nécessité de devoir rénover ce parc. Et on ne peut pas le rénover n'importe comment. On est obligé finalement de cadrer ça de façon la plus intelligente possible. Et la PEB finalement est un bon guide pour pouvoir le permettre. L'impact que va avoir l'installation photovoltaïque sur le PEB, c'est qu'elle va diminuer le niveau E qui représente finalement la quantité d'énergie primaire demandée du bâtiment. Et forcément, si vous produisez votre énergie primaire, ben ce niveau diminue, a un impact minorant sur cette PEB et donc va améliorer la qualité énergétique de votre bâtiment. Il y a vraiment un intérêt de le faire. Oui. Clairement. Dans PEB, on entend toujours performance énergétique du bâtiment. Quelquefois, quand on voit certains bâtiments, on peut se demander où est la performance. Et donc, c'est intéressant de pouvoir se dire, il y a des améliorations à faire. Donc, on appelle ça du repowering ou du rétrofit. Donc, on doit améliorer un petit peu la technique de ce bâtiment. Donc, si vraiment on est sur une vieille chaudière, on pourrait envisager de mettre une pompe à chaleur. Là, qui dit pompe à chaleur dit production d'énergie solaire, parce qu'on dit est-ce que le solaire est-il rentable? Ben, si on arrive, je ne dis pas à combler à 100% cette chaudière, mais combler au moins une partie de cette production d'énergie, c'est cela qu'on entend aussi. On va produire cette énergie solaire qu'on va absorber dans la pompe à chaleur. Et c'est là qu'il y a un cycle qui est intéressant au niveau énergétique, c'est que rien ne se perd et on va produire cette énergie et on va essayer de l'utiliser, que ce soit avec une climatisation, une pompe à chaleur. Et performance énergétique du bâtiment, je dirais aussi, il y a beaucoup de techniques qui interviennent parce que quelle est la technique qui correspond à quel bâtiment et comment? Et tout ça aussi, il y a toute une étude technique qui doit être valorisée à l'arrière. C'est pas juste des normes qu'on a imposées au niveau de la Belgique ou d'autres pays, mais c'est vraiment une philosophie, c'est une façon de visualiser les choses, et techniquement aussi, en fonction des normes, comment je vais l'appliquer dans le bâtiment. Et c'est là qu'on aura vraiment, si on applique bien les règles, et si on cherche le meilleur protocole possible pour le bâtiment, ben c'est là que la valorisation énergétique sera pleine, quoi. Oui, je suis parfaitement d'accord avec toi, Jonathan. Et d'ailleurs, on se rend compte que finalement, la pompe à chaleur en elle-même, qui est un système de chauffage électrique, il n'y a pas à tourner autour du pot à ce sujet-là, va rencontrer directement la capacité que va avoir notre installation photovoltaïque à pouvoir absorber finalement cette énergie. 1 kWh électrique qui se transforme à travers la pompe à chaleur, non pas en 1 kWh électrique, mais 4 kWh ou 4,5 kWh thermiques que l'on peut stocker, qu'on va donc pouvoir diriger et aussi piloter. J'entends par là que si on arrive à stocker cette énergie, on peut très bien la distribuer sans nécessairement qu'il y ait de production à des moments les plus opportuns, le soir par exemple. Donc finalement, les systèmes se tiennent, ils sont communs, on crée des ponts, des synergies entre eux. 1 kWh, c'est 1 kWh. Donc il est important. Et à partir du moment où on a compris cela, ben, finalement, on peut s'attendre à un avenir assez radieux. Ok, une autre question que tout le monde se pose aujourd'hui, c'est est-ce qu'on a encore des incitants, des aides ou des primes qui existent quand on fait une installation photovoltaïque ? On vit dans un pays complexe qui est divisé en plusieurs zones géographiques.
Flandre, Bruxelles, Wallonie et la région germanophone. On entend peu parler, mais ils sont là, ils sont présents aussi, eux. Il faut penser à eux également. Donc il se fait que la législation est variable en fonction de quel côté de la frontière linguistique vous vous trouvez. Et en tout cas aussi pour la région de Bruxelles-Capitale. Oui, il existe des incitants, bien sûr. On va parler, par exemple, pour la Wallonie, on a toujours encore, actuellement en 2024, la possibilité de pouvoir avoir une facturation à 6% de ces installations éco-énergétiques, au même titre que celle de la pompe à chaleur, même si c'est une pompe à chaleur RR, c'est parfaitement possible. En ce qui concerne la région de Bruxelles-Capitale, ils ont toujours encore des chèques verts, ce qui implique de pouvoir valoriser la production nette réelle de notre système photovoltaïque, donc le placement d'un compteur vert, on est d'accord. Et en ce qui concerne la région flamande, eh bien là, ils ont aussi de la primabilité, en l'occurrence en ce qui concerne les batteries également. Donc oui, il y a toujours des incitants. Oui, je crois qu'il faut voir aussi, parce que dans notre pays, c'est toujours complexe, mais comme on en discutait encore ce matin, en fonction de la région d'où on provient, il faut se renseigner. Je sais qu'à Bruxelles, il y a Bruxelles Énergie. En Wallonie, il faut aller vers le guichet de l'énergie. Et je crois qu'il est toujours bon de se renseigner, même au niveau communal. Il y a quelquefois des incitations qui sont encore là. Alors oui, c'est plus comme avant où on avait des chèques verts, où c'était une installation qui était rentable en 2 ans et demi, 3 ans. Mais en se renseignant, il y a encore des différentes incitants qui sont là. Et comme on l'a dit, une TVA de 6% au lieu de 21%, ça c'est quand même un bel incitant. Et donc ça, il faut toujours prendre ces renseignements près du guichet de l'énergie ou autre. Je crois que ça c'est toujours un point intéressant aussi. Alors ça, évidemment, c'est le côté positif, où tout le monde a écouté avec une grande attention ce que vous avez dit. Par contre, qu'est-ce qu'il en est de cette taxe ou de cette prosumeur aujourd'hui? Comment ça se passe finalement? Il faut bien comprendre ce que ça veut dire, prosumeur. Le prosumeur, c'est une contraction linguistique de producteur-consommateur. Donc, ça veut dire que cette taxe prosumeur, en fait, n'est pas une taxe. C'est une redevance. Donc, c'est une façon, en tout cas pour les installations wallonnes, en tout cas, c'était encore le cas en 2023, c'est plus forcément le cas en 2024 maintenant, mais en 2023, c'était une façon de pouvoir valoriser, puisqu'on ne pouvait pas le mesurer, le transport que l'on allait payer finalement sur l'énergie produite, puisque si vous absorbez de l'énergie au départ du réseau, on a dit tout à l'heure que vous absorbez du kilowattheure, mais aussi du transport. Vous payez ce transport, vous utilisez ce réseau, mais si vous remettez l'énergie sur le réseau, vous utilisez ce réseau aussi. Pourquoi donc ne devriez-vous pas payer cette partie-là également? Impossible à mesurer, puisqu'on n'a pas de compteur double flux communiquant actuellement sur bon nombre d'installations. Dans ce cadre-là, on part sur une taxation, une redevance, qui est basée sur une puissance électrique, donc c'est-à-dire une puissance électrique utile, c'est la plus petite des deux puissances de l'installation, soit du côté DC, donc du côté des panneaux, soit du côté AC, donc du côté de l'onduleur. C'est la raison pour laquelle on le déclare tel quel au gestionnaire de réseau. Et cette redevance n'est pas forfaitaire, elle est calculée en fonction de l'endroit où vous vous trouvez et en fonction donc de votre gestionnaire de réseau. Elle est utile et elle est encore valable et elle sera valable, enfin jusqu'à preuve du contraire, hein, pour le moment on est plutôt dans l'expectative, elle sera valable jusque 2030 pour les installations wallonnes qui ont été réalisées avant et réceptionnées avant le 31 décembre 2023. Il n'en reste pas moins que finalement, tout possesseur de système de production énergétique est un prosumeur. Il n'y a pas forcément, dans chaque région de Belgique, de taxation qui est liée à ça. C'est ça, donc si je comprends bien, même si ce n'est pas une bonne nouvelle, ce n'est pas spécialement quelque chose qui nous impacte, mais c'était quand même réellement un dû à cause de l'utilisation du réseau. Évidemment. Pourquoi ? C'est mal perçu finalement, mais
Pourquoi est-ce que ces réseaux ont besoin d'être entretenus? Ils ont besoin d'être rénovés. On a un gros travail à faire ici en Belgique et en particulier en Wallonie. Donc il faut quand même arriver à payer cela. Pourquoi est-ce que ce transport devrait-il être payable à l'absorption mais pas payable à la réinjection? Il y a quelque chose de pas normal. Donc c'était la seule façon de le faire. Donc oui, évidemment. Tiens, et comment les propriétaires peuvent corriger ou gérer finalement l'impact de cette prosumer, de ce droit à l'utilisation du réseau finalement? Mais en fait, il n'y a qu'une seule voie possible. C'est d'essayer de ne pas réinjecter, donc d'autoconsommer. On y revient. Ah ben oui, il n'y a pas de secret. La meilleure énergie qui existe, c'est celle qu'on ne consomme pas. Et il faut bien peser ce que je dis. Donc finalement, à partir du moment où ces flux énergétiques rentrent là où ils doivent aller et non pas vers un réseau qui parfois n'en a que faire, eh bien c'est toujours la meilleure solution, évidemment. Et finalement, cette taxe prosumer qui est arrivée due à notre histoire, notre compteur mécanique, l'utilisation de notre réseau, mais quel avenir on peut en donner finalement pour ce prosumer? Comment ça va se passer à l'avenir pour cette valeur? Elle va toujours être forfaitaire comme elle l'est maintenant? Bien sûr que non. Chronique d'une mort annoncée en ce qui concerne cette redevance prosumer, puisqu'elle va rester valable jusqu'en 2030 pour les installations qui ont été réceptionnées avant la fin du 12e mois 2023. Et cette redevance, elle va se transformer en une valorisation de l'énergie réinjectée vers le réseau. Et c'est là qu'il y a un intérêt finalement à tâcher à ce que cette énergie soit bien dirigée. Je crois que ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on est en phase de transition. Et que la transition, elle ne se fait pas du jour au lendemain. Et d'avoir mis une date à 2030, ils auraient pu la mettre à 2028, 2026, mais ils ont estimé à 2030. Je trouve que c'est très intéressant parce que ça nous permet maintenant de modifier les infrastructures au niveau résidentiel, et puis après on pourra parler même de l'industriel même plus tard, mais ça va modifier nos comportements, ça va modifier notre façon de voir qu'est-ce qu'on fait avec notre énergie, de voir que l'énergie, au fait, c'est quelque chose de très important, on ne la gaspille pas, et si on en a, on l'utilise à bon escient aussi. Je crois qu'il y a toute une façon, une philosophie aussi au niveau de l'Europe qui est en train d'être insufflée, quelque chose de... On a toujours vécu avec des énergies fossiles qui étaient très bon marché. La tendance change. Alors maintenant, l'énergie, elle a un prix, elle a une valeur, et on va apprendre à la gérer. Oui, je suis parfaitement d'accord avec toi, Jonathan, et d'ailleurs, ça devrait faire partie de notre conscience collective, et on devrait finalement aborder ces problèmes énergétiques. Tout le monde devrait aborder ces problèmes énergétiques avec le plus grand sérieux et transférer ou transmettre cette information-là, cette sensibilité-là aussi à nos enfants, et on a besoin de ça maintenant. Voilà, c'est tout pour cet épisode de Rexel Talks. Tu veux en savoir plus, alors surfez sur www.rexel.be/talks, TALKS, et retrouvez tous nos autres épisodes. À bientôt.